Je vais appeler Nicolas Bassetto à me rejoindre sur scène. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette sorte de relecture du portrait de Dorian Gray et on va en parler tout de suite. Et on va parler aussi de la spécificité du travail de Nicolas. Bravo déjà. Alors, pour commencer Nicolas, la première question que j'aimerais vous poser c'est d'où vient votre passion du cinéma et comment est-ce que vous êtes retrouvé à devenir directeur de post-production ? Alors, j'ai toujours voulu, à partir de 14 ans, travailler dans le cinéma. Tenir bien près de la bouche du micro. C'est mieux comme ça ? Oui. Parce qu'en fait, j'ai participé à la création d'un spectacle à Amsterdam quand j'avais 14 ans, où plein de gens de cultures différentes travaillaient ensemble. C'était assez exceptionnel comme énergie, comme travail d'équipe. C'est ça qui m'a donné envie un peu de retrouver cette énergie-là, que je savais qu'elle existait sur les tournages. Et donc, j'ai commencé à travailler dans des festivals de cinéma pendant que je faisais des études de journalisme et de communication. Et c'est de fil en aiguille que j'ai rencontré des gens et que je me suis retrouvé à devenir assistant de prod dans une société de production qui s'appelle Saga Film. Et très vite, il y avait plein de projets en post-production. Il n'y avait pas encore vraiment à l'époque de directeur de post-production. Et c'est petit à petit, en rencontrant les gens et en coordonnant ça, que je suis devenu directeur de post-production. Donc c'est une opportunité qui s'est présentée, que vous avez saisie en ayant une formation qui se rapprochait de ce qu'on vous donnait, de ce qu'on vous demandait, mais qui n'était pas spécifiquement dédiée à ça. Donc la formation que moi j'ai faite, c'est communication, journalisme à l'ULB. Et en même temps, il y avait aussi un master en cinéma, histoire du cinéma, écriture de scénario. Donc j'ai fait ça aussi. Et c'est en faisant ça que j'ai une culture, c'est que j'ai eu une culture cinématographique petit à petit en voyant plein de vieux films, ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai pu aussi travailler dans les festivals. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu travailler sur des tournages. Et c'est en travaillant et dans les festivals et dans les tournages que je me suis finalement retrouvé dans une boîte de post-production, de production en interne, où finalement le métier de post-production prenant de plus en plus d'importance, c'est vers ça que je me suis dirigé par goût et par passion. Voilà. Comment est-ce que vous décririez le métier de directeur de post-production ? Alors, c'est un métier où on est consulté, en fait, en général sur base du scénario. Sur base du scénario, on établit un budget et un planning. Et sur base de planning, on met les choses en place pour que et le producteur et le réalisateur puissent avoir les talents à leur disposition pour mener à bien la fabrication finale du film et qu'elle soit diffusée dans le cinéma. Et les talents, du coup, ça représente quoi comme équipe, en fait ? Quel type d'équipe est-ce que vous mettez sur pied pour gérer toute cette post-production ? Alors d'abord, il y a toujours le monteur image, évidemment. Et puis il y a tous les gens qui sont au son, les monteurs son, les bruiteurs, les mixeurs. Maintenant, il y a aussi les effets spéciaux qui sont beaucoup développés. Il y a aussi le traitement du chromatisme avec l'étalonneur. Et donc c'est des équipes un peu plus intimistes qui travaillent sur la fin d'un projet, donc ils sont moins qu'en tournage, mais ils travaillent tous aussi en équipe et en collaboration, et notre rôle c'est de les coordonner pour qu'ils suivent le planning et les envies artistiques et productionnelles du réalisateur et des producteurs. Et comment vous décririez cette phase, cette phase de post-production qui arrive, qui se prépare en amont, mais qui arrive une fois que tout le monde a quitté le plateau finalement ? En fait, avant, les choses étaient beaucoup plus segmentées, c'est-à-dire que comme on tournait en pellicule, il fallait un certain temps pour avoir des rushs synchronisés, ça prenait plus de temps en fait. Et donc ça se faisait par étapes, donc il y avait le tournage, puis le montage son, puis l'étalonnage, puis le mixage et le produit fini. Maintenant, avec l'évolution des technologies, tout s'accélère, et c'est-à-dire que le planning maintenant de post-production correspond aussi chevauche le planning de tournage. C'est-à-dire que maintenant, on commence à tourner un lundi et le mardi, on a déjà des rushs synchronisés. On peut commencer à monter après 3 jours de tournage, par exemple. Donc tout ça s'est accéléré avec le tournage en numérique et les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'en post-production, tous les talents qui travaillent en post-production, que ce soit au son, en image ou en effets spéciaux, travaillent maintenant beaucoup plus vite, beaucoup plus en relation avec le tournage. Et c'est pour ça que nous, en tant que directeur de post-production, on établit avec le directeur de la photographie et l'ingé son, tout un workflow qui va permettre à la post-production de bien se passer par rapport aux images qui sont tournées. Quand vous commencez à travailler sur un projet, quelle est la première chose que vous faites ? Est-ce que vous prenez le scénario, vous le lisez, vous commencez à noter des choses, on dit ça va être compliqué, ça va nécessiter tel type de travail. Quelle est la première chose que vous faites ? C'est clair que d'abord, c'est la lecture du scénario qui importe et l'établissement d'un planning pour pouvoir respecter les délais qui sont imposés de diffusion. Et donc la première chose qu'on fait, c'est vraiment la lecture du scénario et un planning
qui est corollaire du planning de tournage. Ça, c'est la première chose vraiment qu'on fait. Et puis de là, on voit qui est disponible et on fait des propositions aux producteurs et aux réalisateurs, des talents disponibles pour travailler avec eux pour toutes les étapes de la post-production. Donc ça, c'est la première étape. Sur Incroyable mais vrai, si j'ai bien compris, c'est un peu particulier comme type d'intervention en post-production. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher un mot, nous expliquer comment c'était particulier? Comme c'est une coproduction très minoritaire avec la France, on n'a pas géré grand-chose ici en post-production. C'est surtout Camille Cariou, ma collègue, qui s'est occupée du film, pour plusieurs raisons. Parce que Quentin Dupieux, déjà, c'est lui qui réalise, c'est lui le chef-op, c'est lui qui monte, c'est lui qui fait la musique. Donc, en fait, il fait son film en vase clos avec des talents qu'il connaît très bien. Et la coproduction a été possible en Belgique parce que toute son équipe de montage son, en fait, est en Belgique. C'est pour ça que ça a pu être coproduit ici en Belgique. Et puis on a aussi géré toute la partie qui arrive après qu'on a le master du film, qui est la deliveries, qui est la livraison des divers éléments aux plateformes, au cinéma, aux vendeurs internationaux, tout ce genre de choses. On va reparler un petit peu après de la deliveries avec une de vos collaboratrices, mais ce qui est intéressant, ce que vous dites par rapport au film de Quentin Dupieux, bon déjà ça donne des génériques très courts, on a vu, puisqu'il est cité à peu près à tous les postes, mais c'est aussi une spécificité du secteur de la post-production ici en Belgique, c'est que vous travaillez sur beaucoup de coproductions internationales. En fait, il y a beaucoup de talents très, très demandés et très recherchés. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça, de ce que ça représente pour vous dans le secteur de la post-production, toutes ces coproductions? En fait, grâce à l'arrivée des fonds régionaux et du tax shelter, on a eu des sources de financement de plus en plus grandes, ce qui a permis à plein de films étrangers de partout dans le monde de pouvoir venir faire de la post-production ici en Belgique, et des tournages aussi évidemment, mais du coup la post-production, grâce à ces sources de financement, a pu se développer aussi, et tous les talents belges ont pu avoir accès à de plus en plus de projets prestigieux grâce à ces sources de financement. Oui, c'est un secteur qui est très actif. C'est vrai que sur les masterclass où on a accueilli des gens qui travaillent en post-production, par exemple Thomas Goder qui était mixeur son, il travaille sur des projets qui viennent du monde entier, effectivement, à travers D'accord. tous ces services. Je voudrais revenir sur la question spécifique des deliveries, c'est ça? Oui. Donc, sur les éléments de livraison, en fait. Ah ben voilà, en français c'est peut-être plus simple. Donc une fois que toute la post-production dont on reparlera est terminée, il y a cette étape cruciale qui est qu'il faut que le film puisse circuler et que toutes les caractéristiques nécessaires pour la livraison des copies soient chargées. Avec l'évolution des technologies, les plateformes ont chacun des normes un peu différentes. Et donc on anticipe avec Dora, dès la lecture du scénario et aussi dès qu'on a défini le workflow et le format de tournage, ce qu'on va pouvoir livrer, quel type de format on va pouvoir livrer et à qui on va devoir les livrer. Donc ça a un impact sur le budget et ça a un impact sur le temps de fabrication de ces éléments de livraison. Donc ça, c'est quelque chose qui doit s'anticiper aussi. Et donc là, sur Incroyable mais vrai, au sein de votre structure, vous avez travaillé avec Dora, qui est avec nous, qui est ici. On peut peut-être lui demander ce qui, sur ce film-là, enfin pour quel type de diffusion il a été pensé et donc quelle a été son intervention sur les deliveries de Incroyable mais vrai. Oui. Du coup, oui, là, pour le coup, on a vraiment fait toutes les deliveries ici. Donc, c'est vraiment le dernier chaînon entre la fin de la post-production, de ce que fait Nico, et la distribution, quoi. C'est vraiment cette dernière étape qui va vraiment être de livrer toutes les chaînes, les diffuseurs, les plateformes pour que le film puisse avoir une vie. Et tout ce qui va être aussi le sous-titrage, le doublage et tous les travaux d'accessibilité pour les aveuglés, les sourds et malentendants. Donc là, sur le film, on a vraiment tout fait ici en Belgique. Dupieux, de toute façon, pareil, il a toujours des finales. Donc en fait, c'est un peu facile parce que c'est toujours les mêmes personnes du coup qu'on livre. Donc maintenant, je les connais bien. Il travaille toujours avec les mêmes distributeurs. Et c'est des films assez simples. Mais ça va être des petites choses comme par exemple pour les passages en japonais. Au début, il voulait pas les sous-titrer, puis finalement, il s'est dit que c'était plus drôle de les sous-titrer. Donc, c'est tous ces petits allers-retours qu'on doit faire. Et après, c'est des trucs très geeks qui vont être vraiment tous les formats, tous les types de sons, tous les types de fichiers qui permettent l'exploitation. Mais on va dire que sur un film comme ça, c'est
assez simple. Par rapport, maintenant, on a beaucoup de plateformes, de séries. Et là, c'est tous les pays du monde à livrer. Donc, quand c'est Netflix ou des choses comme ça, ça peut prendre plus d'1 an de faire les livraisons. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était plus intelligent chez SLM de diviser la post-production et les deliveries, parce qu'avant, c'était une continuité. Ça faisait partie du métier de la post-production. Mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps aujourd'hui, vu les types de formats qui existent et toutes les nouvelles exploitations 4K, tout ça. Donc, du coup, pour libérer plus de temps à Nico, pour qu'il puisse s'occuper de plus de films, moi, je m'occupe de tout ce qui va être les livraisons derrière, qui peuvent durer très longtemps. Voilà. Et j'imagine qu'avec la multiplication des plateformes, le type de fichiers à produire est en constante évolution. Oui, ça change tout le temps. Hein. Les normes changent tout le temps. Les plateformes américaines, ils essayent toujours d'être dans toutes les dernières technologies pour amener le maximum de public, etc. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans et aujourd'hui, avant on me demandait pas du tout de 4K, c'était anecdotique. Et puis il y a des types de formats qui ont été créés par les plateformes. Donc oui, ça bouge tout le temps et en fait, mais c'est plutôt cool parce qu'ils inventent aussi de nouvelles choses qui deviennent la norme et qui nourrissent aussi le cinéma. Donc, c'est très geek, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Dora. Je voudrais remonter un petit peu dans le temps, comme dans le film. On va revenir en arrière. On a parlé du scénario, on a parlé de la livraison, mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu sur les différentes étapes. Une fois que le scénario a été dépouillé, que vous avez identifié les gros chantiers et que vous avez mis en place un planning et une équipe pour travailler, quel est le travail que vous réalisez au niveau du tournage, par exemple? Est-ce que sur le plateau, vous avez une présence? Alors, visiblement, vous commencez déjà à monter, mais quelle est la participation ou les conseils qui sont donnés peut-être à ce moment-là? Alors, principalement sur le tournage, ce sont des superviseurs d'effets spéciaux qui se rendent sur les tournages en fonction de la complexité des scènes à tourner, une scène de bagarre, une scène d'explosion. Les chefs-op et le réalisateur sont rassurés d'avoir leur expertise, de placer la caméra d'une certaine manière pour qu'après, en post-production, ce soit beaucoup plus facile et réalisable et plus juste et plus vrai. Donc, c'est principalement des gens impliqués dans la post-production, c'est principalement les superviseurs d'effets spéciaux qui se rendent sur le tournage et qui après font un rapport et permettent d'affiner le budget de post-production des effets spéciaux par la suite, une fois que le montage sera terminé et loqué. Je vais continuer avec des questions un peu de néophyte, mais du coup, comment on enchaîne derrière? Une fois que le tournage est terminé, il y a déjà le monteur image qui a commencé à travailler, si je comprends bien. Comment les choses s'enchaînent jusqu'à la livraison? Eh bien alors, tout d'abord, on avance sur le montage. Pour avancer sur le montage, le monteur reçoit des maquettes d'effets spéciaux, parfois des maquettes de musique, parfois les deux. Chaque projet est un peu unique, donc tout dépend un peu du projet, mais en tout cas, on donne le maximum, les différents talents de la post-production, que ce soit aussi le monteur son, etc., donnent déjà des pistes pour faire avancer le montage. Et une fois que le montage est loqué, là, on passe à la création finale des effets spéciaux et on se lance dans le montage son. Et une fois le montage son? Et une fois que le montage son est terminé et les effets spéciaux sont validés, on passe à l'étalonnage et au mixage. Voilà. Donc là, on arrive vraiment à la fin du processus. À la fin, voilà. Et dans le mix final, comme Thomas l'expliquait quand il est venu ici, il reprend tous les éléments qui ont été créés par le son et la musique et il en fait quelque chose, idem pour l'étalonneur qui, lui, récupère tous les éléments de l'image et applique un look sur un chromatisme en fonction des volontés du réalisateur et du chef opérateur. J'ai encore des questions pour vous, mais est-ce que dans la salle, quelqu'un a l'une ou l'autre question ou un commentaire, une remarque ou quelque chose à partager? Ah, je vois une main qui se lève là-bas au milieu. On vous amène un micro. Bougez pas, j'arrive. Merci. Voilà. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. J'avais une petite question, c'est étant donné que vous travaillez ici avec Quentin Dupieux et que c'est quelqu'un qui porte énormément de casquettes sur ses films, est-ce que ça va avoir un énorme impact sur le workflow de la post-production? Est-ce que ça va rallonger? Est-ce que ça va réduire justement parce qu'il connaît et qu'il monte directement son film? Voilà. Non, justement, en fait, lui, il a vraiment ses équipes depuis plusieurs films maintenant et donc c'est lui qui dirige vraiment tout.
c'est un DJ à la base, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique, et donc le workflow, il le connaît, il connaît son chef-op, il connaît tous les gens qui vont travailler, donc sur ce film spécifique, quelque part, il a juste besoin un peu de coordination, mais pas d'input artistique de la part du directeur de post-production. Et donc, je me permets de reposer la question, mais le fait qu'il ait plein de casquettes ne ralentit pas du tout le travail, ou au contraire le fluidifie peut-être Non. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention? Ah, si, ici devant. Bon, alors c'est peut-être une question pour le projectionniste du Palace, j'en sais rien, ou une question de geek, mais ici, il y a un traitement de l'image qui m'a semblé un peu particulier dans la profondeur de champ. C'est comme si les flous derrière n'étaient pas flous, mais aussi sous-définis, comme s'il y avait une espèce de traitement un peu vieillissant, comme ça, des flous. Et je me demandais s'il y avait eu quelque chose de particulier dans le traitement et l'étalonnage des... C'est une volonté. Oui, c'est ça. C'est une volonté artistique de ouais, Quentin. ouais. De le Mais faire je me demandais comme quelle était justement la technique, ou voilà... D'accord. Oui, mais c'est pas un flou, c'est un drôle de flou. C'est un choix artistique. C'est un drôle de film aussi. Hein. C'est un drôle de film aussi, oui. Moi, j'ai une autre question. Je voudrais savoir quels sont vos outils principaux. Avec quoi vous travaillez? Les outils principaux, nous, c'est vraiment, on travaille avec les budgets et les plannings. C'est vraiment notre planning, c'est notre tableau de bord. C'est ce qui permet à Dora, à tout le monde et à tous les différents intervenants de savoir quand ils vont devoir intervenir, quand ils vont devoir commencer à travailler, dans quel cadre, sur quelle scène, sur quel plan pour les effets spéciaux et en termes de timing pour le son. Donc c'est vraiment nos outils, c'est la base de nos outils, c'est le planning. C'est sur base du planning aussi qu'on détermine aussi un budget et un coût et qu'on peut organiser le travail. Vous êtes un peu le maître du temps sur la deuxième partie du film. Je ne pas jusque-là, mais en tout cas, j'essaye de donner des directives de délai qui parfois sont respectées et parfois pas. Et j'imagine que vous déterminez aussi, au-delà des délais, le temps imparti à certaines des tâches, enfin en tout cas le temps qu'on peut se permettre de passer sur... Alors on le fait en consultation avec les producteurs et les équipes techniques par rapport et le réalisateur par rapport aux besoins et aux envies et aussi par rapport au budget. Voilà. Donc c'est une soupe à mettre en place pour que tout le monde au final trouve que la soupe est bonne. Qui sont justement vos principaux interlocuteurs sur le plan artistique et productionnel? Est-ce que vous avez besoin de rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice, ou est-ce que ça se passe plutôt au niveau de la production? Quels sont vraiment les gens avec qui vous êtes en contact régulier ou permanent? Au départ, c'est toujours les producteurs qui nous consultent d'abord, et puis qui, eux, nous introduisent aux réalisateurs. Et à partir de là, nous, on propose... Parfois, les réalisateurs ont les gens avec qui ils travaillent et savent qu'ils sont disponibles. Parfois, nous, on est fort quand on a des productions, par exemple, américaines ou étrangères qui ne connaissent pas encore bien la Belgique. Ils arrivent et nous, on leur présente des listes de personnes. Ils font une présélection. À ce moment-là, nous, on les contacte, on voit qui est disponible. Et puis les gens se rencontrent, en fait. Et souvent, les premières rencontres, que ce soit avec un monteur image, un monteur son, un bruiteur, une société d'effets spéciaux, un étalonneur, ça se fait, on fait ça tous ensemble, en fait. Vous agissez un peu comme un intermédiaire du coup entre tous ces talents et toutes ces voilà pour. On est intermédiaire et on coordonne et on essaye aussi en termes maintenant beaucoup plus avec les nouvelles technologies en termes de workflow de vraiment cadrer ça pour permettre à toutes ces équipes de travailler bien ensemble de manière la plus fluide possible en regard des exigences artistiques et productionnelles. Quelles sont les principales qualités ou capacités qu'il faut avoir pour mener à bien ce type d'expérience, de projet, de post-production et gérer ses équipes? Il faut beaucoup de psychologie d'abord, et puis de l'organisation, je trouve, et être force de proposition et d'anticipation par rapport aux demandes qui nous sont faites. Et donc plus elles arrivent en amont, plus c'est possible pour nous d'anticiper, de prévoir, de proposer et d'organiser. On est parfois maintenant, sur certains projets, consultés au moment du développement d'un scénario. En fonction de comment ils vont l'écrire, ça va avoir un coût en post-production.
Et quand les producteurs sont en recherche de financement, c'est intéressant qu'ils nous consultent comme ils savent quand même toujours plus ou moins ce qu'ils vont pouvoir trouver comme argent, de voir un peu si, dans le processus d'écriture, ils ne commencent pas à écrire des choses qui ne pourront pas, entre guillemets, se payer et s'offrir. Justement, vous, en tant que directeur de post-production, quand vous lisez un scénario, c'est quoi les red flags ou les espèces de lumières rouges qui clignotent très fort quand vous tombez sur certains types de scènes ou Ça dépend, je dirais. C'est souvent quand ça implique les effets spéciaux et donc plutôt l'image, mais oui, des grosses scènes d'explosion, des bagarres quand il y a beaucoup de monde, un film d'époque. En son, va demander beaucoup plus de travail dans le son. C'est au cas par cas. Ça dépend de l'histoire, en fait. Je ne peux pas vous dire, il y a ça ou ça. Vraiment, ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter du scénario. Et du coup, à ce moment-là, quel est votre impact? Est-ce que vous avez... du coup, c'est un conseil artistique aussi sur qu'est-ce qu'on peut se permettre jusqu'où on peut aller dans l'histoire, comment on peut faire en sorte qu'elle soit plus rationnelle en termes de budget ou en termes de réalisation. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à créer un dialogue à ce moment-là? Parce que j'imagine que pour un auteur ou une autrice, toujours un petit peu... Disons que nous, on alerte le producteur, on lui dit, voilà, si on fait ça et ça, a priori dans ce que tu as comme possibilité budgétaire, il faudrait penser à le réécrire. Donc on alerte le producteur et c'est le producteur qui parle à son auteur ou son réalisateur, c'est pas nous en direct. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention? Ah, ici, je vois une main qui se lève là-bas. Bonsoir. Moi, j'ai deux petites questions. Une plus générale sur votre travail, qui serait qu'est-ce qui vous pousse à faire se rencontrer une réalisatrice ou un réalisateur et un monteur ou une monteuse? Enfin, c'est quoi un peu, comment vous dites ça va matcher ou... Voilà, première question. Et deuxième, dans la longue séquence où il y a la musique et il nous raconte beaucoup en musique avec... c'est clair ou pas du tout ce que je dis? C'est très elliptique et il y a beaucoup de musique pendant un long moment. Je voulais savoir si ça avait été écrit au scénario ou s'il l'a trouvé au montage. Enfin. Pour cette question-là spécifique, il l'a trouvé au montage et en faisant le montage son et en voyant comment les choses se passaient et avec l'impact aussi de la musique. Donc ça a été un processus de création et au montage et avec le montage son et même au mixage à mon avis. Oh, il écrit beaucoup au montage du coup. Enfin, ça, les films se réécrivent et au montage image et encore même au mix en fait. Et par rapport au matchmaking entre les talents, comment est-ce que vous créez justement ces couples ou en tout cas ces collaborations, ces équipes? En fonction des scénarios qu'on reçoit et des projets et des volontés du réalisateur, on fait une liste de gens. À force de faire des films, on connaît les talents et les techniciens et donc on essaie d'être le plus juste possible et de proposer des gens qui vont a priori matcher de par ce qu'ils ont déjà fait ou de par ce qu'ils veulent proposer ou par leur caractère. Et puis c'est une discussion entre le réalisateur et le monteur ou le monteur son. Ça, c'est eux qui choisissent au final en fait. Sur cette question, pour aller un coup plus loin, est-ce que tu peux intervenir en te disant tiens, en fonction de la personnalité du réalisateur, je vais lui proposer ceci ou cela, ou bien c'est en fonction de ce qu'il fait est-ce qu'on est sur la notion en termes de créativité, tiens, ce monteur-là ou ce chef-op-là pourrait bien matcher en termes de créativité, ou bien avec ce type de personnage, ce type de personnalité, il vaut mieux lui proposer ceci ou cela. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, ça, à force de connaître les gens, d'abord, parce que les réalisateurs, il y a des réalisateurs avec qui on travaille régulièrement, d'autres moins, on ne travaille parfois qu'une seule fois. Mais donc oui, en fonction, comme les techniciens, on les connaît tous assez bien maintenant, à force d'avoir fait des films, eh bien oui, on a une sensation et une idée, donc on a une force de proposition là-dedans. Mais après, on essaie toujours de laisser le plus grand choix possible pour que le réalisateur choisisse en fait. Vous pouvez amener à la fois un regard sur les affinités possibles et aussi sur le type de sensibilité artistique qui peuvent se rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, je vois. Ici, une main levée. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je me demandais comment est-ce qu'on pouvait
réussir à estimer le temps de montage image, montage son, mixage, etc. à la lecture du scénario. Enfin, j'imagine que c'est de l'expérience, mais comment est-ce qu'on se dit, ben voilà, pour ce film, il va falloir monter pendant 2 mois ou 3 mois ou plus mois. Ça dépend de la durée, du nombre de pages en fait. On va dire une page, c'est plus ou moins 1 minute. Donc si on a 100 pages de scénario, c'est un peu une règle. C'est pas une règle immuable, mais c'est sur base de la longueur de l'histoire écrite qu'on peut estimer la durée du montage. Et il y a aussi des monteurs qui montent plus vite, d'autres moins vite. Ça dépend aussi du type du film. On va mettre plus de temps à monter un film d'époque qu'un film actuel où il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Ça dépend vraiment du type de projet, c'est du cas par cas, mais il y a plus ou moins des règles de durée en fonction de la durée estimative du film qui dépend de la longueur des pages du scénario. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des monteurs plus ou moins rapides? Est-ce qu'il y a aussi des cinéastes peut-être qui sont plus présents au montage et qui du coup font un petit peu s'allonger là? Pareil, c'est du cas par cas. Maintenant, la norme, c'est quand même le monteur propose, comme on monte pendant qu'on tourne, pendant le tournage, le monteur est tout seul. Le réalisateur passe de temps en temps, ce qui permet au monteur de proposer ce qu'on appelle un ours, un assembly, donc un premier assemblage des séquences. Et puis de là, ils affinent ensemble. Ça, c'est aussi un calendrier qui a beaucoup changé avec l'arrivée du numérique, le fait de monter dès le tournage et de ne plus attendre que le plateau soit terminé pour commencer cette... Tout à fait, ça c'est depuis 2014-2015, ça s'est vraiment très fort accéléré. On a commencé de plus en plus à monter pendant le tournage. En fait, le numérique a réduit tout le temps de fabrication des films. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres ici? Ouais. Merci, bonsoir. J'aurais aimé savoir votre retour d'expérience sur la place de la musique. Comment elle s'intègre à votre poste, comment vous faites les choix. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre là-dessus? Bon, j'imagine qu'à chaque film, il y a un cas particulier, mais vous auriez un peu des retours à faire par rapport à ça? Parfois, sur certains films, il y a très peu de musique et on fait beaucoup de clearance musicale parce qu'on utilise des morceaux déjà préexistants. Donc on fait toujours appel à un music supervisor qui lui clear les morceaux. Après, quand on doit composer un score, là on fait appel à des compositeurs, un orchestrateur. Les compositeurs composent sur leur machine en numérique et puis on passe à l'enregistrement de la musique avec un chef d'orchestre. Parfois on enregistre les instruments séparément pour avoir plus de flexibilité au mix. Donc au lieu d'enregistrer d'un coup tous les instruments, on enregistre d'abord le piano, les violons, ce genre de choses. Et tout ça est organisé c'est supervisé par un music supervisor et par un orchestrateur en regard de ce que les compositeurs ont décidé de faire. Et puis c'est intégré, on fait un mix final de la musique qui après est mixé avec tout le reste du son du film. Qui fait en général les propositions, vous diriez? Les propositions musicales, ouais. Parfois le réalisateur a envie d'avoir certains morceaux dans son film, et ce qu'il fait en général, c'est qu'il choisit un compositeur ou des compositeurs, il les brief, et eux, petit à petit, dès le montage, commencent à leur proposer des maquettes musicales. Mais vous, ça vous arrive de proposer aussi des... Non. Non, ok. Non, c'est vraiment le rôle des compositeurs. Merci. Par contre, vous parliez de la clearance des droits musicaux, que vous pouviez intervenir là. Vous m'expliquiez que justement vous aviez une structure avec plusieurs directeurs de post-production, votre spécialiste des deliveries, et vous aviez aussi quelqu'un du coup au sein de la structure qui se chargeait à la fois de la clearance, enfin de ça pour les droits musicaux, mais aussi pour tous les types de droits qu'on peut avoir dans un projet. Donc en fait, vous accompagnez vraiment les projets de façon très très large, au-delà de la post-production. Enfin, je veux dire, pour compléter tous les aspects de la post-production. Donc chez Celeb Media, on est 3 directeurs de post-production. Il y a Thomas qui gère toute la structure. Et dans cette structure, on a des salles de montage, des assistants monteurs, des salles d'assistanat. On a donc également Dora et Fanny qui gèrent la deliveries. Et puis on a Tamara qui est une juriste et qui, elle, dès la lecture du scénario, en tant que juriste, spot les choses à clearer pour que le producteur n'ait pas de soucis. Et donc ça se fait en 3 phases. Elle le fait à la lecture du scénario, au tournage, au montage et puis à la livraison du film, pour s'assurer que tous les droits qui doivent être cleanés pour l'exploitation soient bien détenus par le producteur.
Vous êtes vraiment là pour anticiper tous les problèmes possibles et imaginables, aussi bien C'est ce qu'on techniques que juridiques. C'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Ouais, je vois quelqu'un ici. Alors, je voulais demander ce que vous faites dans la post-production. Est-ce que c'est juste pour le cinéma ou est-ce que c'est aussi pour d'autres supports? Parce que j'avais vu qu'il y avait des films, quand ils sont ressortis en Blu-ray ou, disons, à la sortie, quand le format est sorti, ils faisaient beaucoup de lissage de l'image. Et ils enlevaient le grain parce que le public n'était pas habitué à ça. Et j'imagine que ce n'était pas du tout l'intention de l'équipe qui avait produit le film. Et voilà, donc vous, combien... Enfin, quand vous travaillez, est-ce que c'est que pour le cinéma ou est-ce que c'est aussi pour d'autres formats? Donc on travaille essentiellement pour le cinéma et les plateformes et la télévision, donc pour tous ces formats-là. Maintenant, c'est clair que si vous parlez de films qui ont 20 ans, vu la technologie dans la télévision et la projection UHD, le Blu-ray, le choix artistique de l'époque peut paraître bizarre à la vision sur un nouvel écran d'il y a 2 ans. Et donc j'imagine que pour rendre ça un peu plus visionnable, ils ont changé. Mais à moins que vous avez un cas concret ou... Je me souviens quand les HD DVD, les Blu-ray étaient sortis, il y avait un studio, donc je me rappelle plus, mais c'était un gros studio américain qui lissait, donc ils mettaient des espèces de filtres. Ouais, voilà, des espèces de filtres pour enlever tous les grains parce que tout simplement les gens n'étaient pas habitués à voir ça, et ils se disaient ce sera mieux. Et du coup les gens qui étaient là-dedans, ils se disaient mais c'est horrible, on a enlevé tout le grain ce qui fait le charme de pas mal d'images, quoi. Et du coup je me demandais si ça venait... j'imagine que ça, c'est les studios qui l'ont imposé sans demander à l'équipe ou au réalisateur. Je n'ai jamais eu le cas, donc franchement, je ne peux pas vous répondre, mais je ne sais pas qui a pris cette décision, parce que normalement, le réalisateur et le producteur sont mis d'accord sur quelque chose, et je ne sais pas vous répondre, sincèrement. Désolé. Ok, pas de souci. Enfin, vous n'êtes pas contacté pour repost-produire des films déjà terminés. Une fois que vous avez terminé ça ne m'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera jamais. C'est une œuvre finie. Est-ce qu'il y a encore des interventions, questions dans la salle? Moi, peut-être, j'ai une question par rapport au casse-tête que peut être aussi une coproduction internationale. Oui. Quand on parle de choix artistiques, il y a aussi, à un moment donné, ils sont limités par justement des coproductions avec d'autres pays où il faut faire des dépenses dans les autres territoires. Et donc ça influe aussi sur les choix artistiques. Comment est-ce qu'on gère ça? Comme un casse-tête chinois. Et on essaye de trouver le meilleur moyen possible en fonction des volontés du réalisateur et des obligations de production dans les différents pays et fonds, de pouvoir proposer chaque personne au meilleur endroit en fonction des viviers de talents qui sont dans les différents pays coproducteurs. Vous vous retrouvez avec des sortes de grilles de points où vous devez avoir quelqu'un à l'image au Luxembourg, quelqu'un au montage en Belgique, quelqu'un à la musique en France, etc. C'est ça. Parfois c'est le cas et c'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque? Moi, j'ai une dernière question pour vous. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence aujourd'hui et qui a envie de se lancer dans le fabuleux domaine de la post-production dans toute sa diversité et dans toute sa complexité? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil et comme cap à suivre, en fait? De s'armer de patience et de psychologie, et puis vraiment d'essayer de comprendre ce que chacun a envie au moment où ça doit se passer, pour essayer du mieux possible le mettre en place. Mais je pense que c'est un métier qui, pour être bien fait, demande du temps et de l'expérience. C'est un métier qui, je ne pense pas que ça peut s'apprendre complètement à l'école, ça doit se faire en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et je n'ai pas d'idée de comment faire autrement que de faire. Ce qui reste une bonne consigne en général dans le milieu du cinéma pour plein d'autres postes aussi. Merci beaucoup Nicolas. Le film Incroyable mais vrai est sorti hier. Il est visible ici au Palace. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est super important pour les films, le bouche-à-oreille. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices des films pour qu'ils puissent rester longtemps à l'affiche et que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup Nicolas et merci à vous d'avoir assisté à cette dernière masterclass de la saison. Merci beaucoup. Donc on se retrouve en septembre.